Précédemment, je vous ai emmené à la découverte du Muséum d'histoire naturelle de La Rochelle. L'occasion de parler d'animaux, bien sûr, mais aussi de conservation et de biodiversité. Mais je ne résistais pas à l'idée de vous partager l'envers du décor. Car en coulisses, des femmes et des hommes œuvrent pour que chaque visiteur y trouve son compte. Découvrons maintenant le quotidien et les secrets de ceux qui font parler la nature à travers la pédagogie et l'éducation au vivant. Adeline, merci de m'accueillir encore ici. La dernière fois, vous m'avez montré pas mal de choses de ce qu'on peut voir du muséum. Maintenant, j'aimerais bien, je sais pas, découvrir l'envers du décor, les coulisses du muséum. Est-ce que vous voulez bien me montrer un petit peu comment ça se passe? Bah oui, avec plaisir. Et dans ce cas, on peut aller dans l'exposition temporaire si vous voulez. Allez. Comment ça se passe quand on crée une exposition ou quand on la fait venir? On s'attache en fait à ce que les expositions temporaires coïncident aussi avec le projet scientifique et culturel de l'établissement. Donc qui est en fait un grand schéma directeur on va dire, de développement de l'établissement. Il faut qu'il y ait des liens avec les différents grands pôles intéressants, on va dire, de nos collections. Il faut aussi que ça puisse faire venir les tranches qu'on perd un petit peu dans le musée, c'est-à-dire les adolescents, les étudiants, les jeunes adultes. Et voilà, on s'est dit que cette exposition était quelque chose qui pourrait justement intéresser ce public. Alors là, vous me tendez une super perche parce que j'ai quand même l'impression que c'est le public difficile pour tout le monde. On s'intéresse aussi à les questions de ferme pédagogique, de parcs animaliers. Et j'ai l'impression que les jeunes adultes, adolescents, s'ils n'ont pas encore d'enfants, ils ne voient pas encore l'intérêt de venir. Et s'ils ne sont pas encore totalement adultes, ils ont autre chose à faire. On s'est dit que quelque chose autour de la séduction, de la rencontre, était une thématique forcément auquel on s'intéresse beaucoup à cet âge-là. Et puis après, on va créer aussi des événementiels, de la programmation qui intéresse aussi ce public-là. C'est pas juste la thématique de l'exposition, c'est tout ce qu'on va pouvoir développer autour. Vous avez sorti du placard quelques spécimens qui n'étaient pas forcément mis en avant Tout à fait. avant. Alors on a des jolis placards et assez grands, ça s'appelle des réserves. Et effectivement, on ne présente en fait qu'une toute petite partie de nos collections dans le musée. Et pourtant, il y a à peu près 10 000 spécimens en tout dans le musée, ce qui est déjà énorme. Donc les expositions temporaires sont des moments où on peut mettre en valeur aussi ces spécimens qui ne sont pas montrés d'habitude au public. Alors ici, on est avec des oiseaux, mais un petit peu plus loin, on va avoir plein d'autres familles d'animaux. Certains ont beaucoup de couleurs, d'autres pas. J'imagine que ça a un impact sur la séduction. Oui, c'était l'idée, là, c'était de montrer, on est sur le sens, sur la vue. Donc avec les oiseaux, on voulait illustrer justement cette idée que les couleurs font partie en fait de l'éventail de séduction, beaucoup en tout cas chez les oiseaux, et chez les oiseaux mâles, puisque tous les spécimens que vous voyez ici sont uniquement des mâles. Alors on aurait aimé mettre les femelles à chaque fois en parallèle, mais en fait, il se trouve que dans les collections d'histoire naturelle, on a généralement beaucoup de mâles pour ces raisons-là. On sait que ces couleurs sont importantes dans la séduction. Ils font partie de la parade vraiment et de la manière dont les mâles vont séduire les femelles. Mais il n'y a pas que les couleurs. Vous voyez qu'on a mis aussi tout un tas d'oiseaux qui sont, certains peuvent être tout noirs, mais qui ont certains atours complètement spectaculaires. Comment est-ce qu'on peut synthétiser le processus de création? En fait, on alterne au muséum, on alterne généralement des expositions dont on récupère, comme ici, le synopsis qu'on va réinterpréter, soit parfois des locations totales. C'était le cas de Ours, qui est une location d'une exposition itinérante qui est louée par le muséum de Toulouse. Mais l'année précédente, on avait une exposition baleine qui a été totalement créée, une création du muséum de La Rochelle. Ces temps de création sont longs, donc nous, il nous faut au moins une année. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu l'éventail des professions qui travaillent autour d'une exposition? Oui, effectivement, c'est un projet où il y a beaucoup de gens qui sont réunis pour que cela fonctionne. Un commissariat scientifique qui vient aider, qui vient aussi valider pour être sûr qu'on ne raconte pas de bêtises, parce qu'on n'a quand même pas la science infuse. Donc on préfère s'entourer de gens et de spécialistes qui maîtrisent bien les sujets. Ça, c'est extrêmement important. Mais après, il faut mettre en musique tout ça. Et il y a effectivement un travail déjà de scénographie, c'est-à-dire qu'il faut mettre en scène l'exposition. Et ensuite, effectivement, il y a tout ce qui est ce qu'on appelle, nous, des manips. Donc les jeux, les moulages, ça peut être des jeux vidéo, des choses comme ça, où généralement, on va aller chercher des prestataires extérieurs. Et puis, on a aussi toute une partie vraiment importante qui est aussi tout ce qui est menuiserie, parce qu'il faut créer un cheminement. On peut faire appel aussi à nos collègues de la serrurerie si on a besoin de forger des choses, des supports pour des cartels, ce genre de choses. Donc on a tout un éventail aussi de métiers très manuels qui sont derrière aussi le montage de l'exposition.
Et puis la dernière partie, et non pas la moindre importante, c'est qu'il faut que cette exposition elle vive après, elle soit accessible. Et donc il y a aussi tout le travail de médiation. Donc on a nous la chance d'avoir 3 médiateurs scientifiques au muséum qui vont travailler à partir, dès qu'ils ont le synopsis, qui vont réfléchir à ce que l'on fait autour de cette exposition pour les enfants, en fonction du niveau scolaire, des programmes, pour les centres de loisirs ou pour le grand public aussi. Donc là, aller chercher vraiment des liens en fonction du niveau des enfants, du niveau scolaire, cognitif, etc. Et ça tombe bien, une activité pédagogique, Michael Rabillet en a prévu une sur la thématique des petites bêtes avec des enfants. Je vous y emmène tout de suite. On est là dans la salle pédagogique du muséum avec Michael Rabillet. Bonjour Michael. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà votre métier et ce que vous faites au muséum? Alors, je suis médiateur scientifique. Donc, je suis là pour faire le lien entre les collections et les publics, voilà, par des activités, des visites, des ateliers, des jeux, etc. L'atelier du jour, c'est les micro-bestioles. Voilà, donc Bestioles. Voilà. C'est un nom scientifique, ça? Pas du tout, mais pour des raisons de communication aussi, parfois, voilà, il faut changer un peu de vocabulaire. Donc voilà, on va observer de tout petits animaux, ouais. Ou alors des parties d'animaux, on va observer à la loupe à main ou loupe binoculaire. Alors qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Des coquillages? Donc oui, évidemment, des coquillages, on va avoir du zooplancton, on va voir des insectes ou des parties d'insectes, des microfossiles. Voilà. Donc on essaie d'avoir des choses variées parce que tous les enfants n'ont pas le goût pour les mêmes animaux. Et puis aussi, on va essayer de faire la différence entre les juvéniles et les adultes. Parce que quand on dit micro, c'est petit, sauf que petit, on peut être petit et adulte, mais on peut être petit mais grandir plus tard. Donc on va essayer aussi d'identifier des stades d'évolution pour certaines espèces, documentés par le dessin. Voilà. Le dessin, la photographie sont des choses très importantes, qui sont des bons supports par rapport à l'observation. C'est-à-dire si on doit dessiner, on observe mieux, on fait plus attention. Et puis le troisième objectif pédagogique, c'est d'apprendre à manipuler les loupes binoculaires. Okay. Là, on a des enfants qui sont en vacances, qui sont jeunes, donc ils n'ont pas l'âge encore d'être au collège et de manipuler les loupes binoculaires. Eh bien, on va leur apprendre à manipuler ça, et ce qui leur permettra plus tard d'être assez à l'aise avec ce type de matériel. On va observer, on va dessiner. Je vois un tableau en plus, donc là vous allez les aider un petit peu à dessiner. On va, voilà, avec à l'aide de photographies et puis de petits dessins, on va essayer d'orienter un peu les observations. Et comment ça se conçoit, comment ça s'imagine ce type d'activité? On peut être seul ou en groupe, on réfléchit à un thème et puis on essaie de voir un petit peu les notions qu'on voudrait faire passer. Et puis ensuite, en fonction du matériel dont on dispose ou dont on pourrait disposer, on essaie de monter des séquences d'activités. J'imagine que les collections ne sont pas touchées, les collections historiques qui sont préservées ne sont pas celles que vous allez présenter ici. On a de la chance en fait au muséum, c'est qu'à la fois on peut observer des choses, des collections patrimoniales dans les espaces permanents, mais on a également des collections pédagogiques manipulables par les enfants. On est sur une activité d'éveil, de curiosité, donc s'ils se montrent curieux, c'est déjà un premier pas. S'ils observent attentivement, c'est aussi un très bon point. Et puis s'ils arrivent à en rendre compte, c'est-à-dire à faire des dessins d'une qualité qui correspond à leur âge aussi, on sera aussi très content. Et puis surtout, on est sur une activité quand même de vacances. Donc ces enfants-là ne se connaissent pas entre eux, ils ne sont pas dans le même groupe scolaire. Donc il s'agit aussi de créer une ambiance un peu de détente. On est sur une activité qui doit rester un peu ludique, même si ça a l'air très sérieux. On va essayer quand même de s'amuser un peu. En tant que médiateur scientifique, Michael fait partie de la grande famille des facilitateurs de la relation au vivant. Si vous aussi c'est un métier qui vous intéresse et qui vous passionne, je vous ai concocté une formation gratuite sur les secrets du facilitateur. Une formation de 7 jours que vous pouvez télécharger gratuitement en utilisant le lien qui est sous cette vidéo. De retour à l'exposition Attraction, jusqu'à présent on a vu beaucoup de pédagogie autour de l'animal. J'ai envie de dire c'est assez facile parce que l'animal suscite la curiosité, intéresse les publics et a un lien particulier avec l'humain. Mais j'ai envie de vous donner un petit défi, c'est peut-être de rendre aussi intéressant, de rendre aussi vivant quelque chose qui serait inerte, qui ne bouge pas, qui est peut-être un peu plus froid, je sais pas, par exemple des cailloux. On a une salle sur la géologie, donc on peut aller voir. Alors, on y va. Donc on y est, partie minérale. Oui, c'est ça. Vous avez organisé ça en plein de tables, presque des tables de travail. Comment ça se passe ici?
L'idée, c'était que les gens puissent vraiment toucher. On a la chance sur les roches, les minéraux, de pouvoir en mettre à disposition qui ne soient pas des collections patrimoniales, donc que les gens peuvent toucher. Et cette idée de pouvoir là vraiment toucher, c'est vrai qu'on ne peut pas le retrouver avec les collections de taxidermie, notamment parce qu'elles sont trop fragiles. Donc voilà, on a vraiment axé cet espace là-dessus, si les gens adorent ça, et puis ça fait partie aussi de l'apprentissage, de toucher un de nos sens qu'on aime bien solliciter. Donc voilà, on est parti sur cette idée-là. Et puis après, l'idée, c'était de revoir un petit peu la définition. C'est quoi une roche? C'est quoi un minéral? C'est quoi un fossile? Parce que les gens ont tendance à un peu tout mélanger. Vous avez un collège scientifique qui va valider les idées, la connaissance, mais votre métier à vous, c'est pas forcément d'apporter la connaissance, c'est de la mettre en lumière. C'est le travail de muséographe, c'est-à-dire effectivement d'être en capacité de comprendre ce discours scientifique et de le rendre aussi accessible en utilisant plein de supports différents. Ce que je trouve intéressant ici, c'est que si on remonte un peu dans les théories des pédagogies, c'est que vous avez 3 catégories de personnes qui ont des préférences sensorielles, des personnes qui sont très auditives, mais les troisième catégorie, les kinesthésiques, souvent sont un peu laissées pour compte dans les versions anciennes des musées. Et pourtant, c'est un mode de communication. Et donc là, je trouve ça hyper intéressant de pouvoir toucher. Et donc, il y a encore une dernière chose qui attire ma curiosité, c'est une loupe. Donc, il y a des choses microscopiques à voir. Oui, évidemment. La loupe, c'est un super instrument qui est quand même assez rigolo, surtout avec les enfants. Il y a beaucoup de minéraux de très petite taille, des espèces minérales microscopiques. Alors là, microscopique, c'est un peu avec la loupe, peut-être pas, mais au moins on peut s'approcher et on peut essayer d'observer de plus près. Et on s'aperçoit que ces petits minéraux ont des formes en fait qui vont ressembler à des minéraux plus gros. En effet. Une sorte de cristallisation. Bon, on a ici un super exemple de méthode pédagogique assez participative. Donc c'est vraiment ce que j'avais envie de voir. Je trouve que le défi est relevé parce qu'on partait des cailloux et on a réussi à faire quelque chose de très pédagogique et qui finalement, chaque famille va pouvoir en repartir avec quelque chose. Moi, je vous remercie pour tout ce partage. C'était un plaisir. Je pense qu'on a encore plein de choses à découvrir, mais on reviendra, c'est sûr. Pour les personnes qui nous regardent, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à nous retrouver sur de prochaines vidéos, à vous abonner et à liker. Et à bientôt. À bientôt.